放弃车开始走总的人生。 Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Avec aujourd'hui au micro de RTI une invitée spéciale que nous avons déjà reçue au studio récemment. Il s'agit de Lu Tsai-ying, qui est chercheuse à l'Institut de recherche pour la démocratie, la société et les technologies émergentes, un groupe de réflexion financé par des fonds publics taïwanais qui s'intéresse notamment aux questions de sécurité énergétique. Lu Tsai-ying était venue pour présenter son analyse des enjeux qui se trouvent derrière le projet d'investissement de la compagnie publique taïwanaise de pétrole et de gaz CPC dans le gaz naturel liquéfié américain à travers le projet de gaz naturel liquéfié d'Alaska. Une lettre d'intention a en effet été signée le 20 mars dernier par CPC pour investir dans le Alaska Energy Project, un projet qui s'inscrit dans la volonté taïwanaise de porter la part de gaz naturel liquéfié à 50% dans le mix énergétique taïwanais d'ici 2050. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie donc au décryptage du 16 mai dernier, dont le lien sera mis en description de cette émission. Lu Tsai-ying a obtenu son doctorat en histoire à l'université de Maastricht avec une thèse consacrée à l'évolution du mix énergétique de Taïwan et de la politique énergétique de Taïwan. Elle raconte comment le pays est progressivement devenu dépendante des énergies fossiles dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est une thèse en anglais intitulée « La continuité carbone, expliquer le changement du mix énergétique du système de pouvoir de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale », une thèse sous la direction de Cyrus Modi et de Vincent Lagendyk. Dans sa thèse, Lu Tsai-ying explique comment Taïwan a opéré une transition d'un système basé sur la puissance hydraulique vers un système après la Seconde Guerre mondiale dépendant du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La chercheuse s'est intéressée au dialogue entre les ingénieurs des compagnies d'État pour définir un mix énergétique optimal, aligné avec les intérêts économiques, politiques et sociétaux pendant des périodes critiques comme par exemple les crises pétrolières des années 70 ou encore la démocratisation de Taïwan dans les années 80. Elle explique aussi que la dépendance de Taïwan à ces énergies fossiles s'est progressivement consolidée avec la formation d'une concentration et d'une polarisation de ces centres de consommation d'énergie qui étaient interconnectés avec les industries pétrochimiques situées à proximité de ces centres et où ont été construites les infrastructures qui permettent la production et l'acheminement de ces énergies. Une configuration qui a eu des impacts profonds sur la trajectoire de l'actuelle transition de Taïwan vers les énergies renouvelables. Dans les années 1950, Taïwan n'avait pas de politique énergétique à proprement parler, mais il y avait certaines stratégies spécifiques pour répondre à la demande énorme en énergie du secteur industriel, dont le centre était alors réparti entre Dilong, dans le nord-est de Taïwan, et le port de Kaohsiung, dans le sud, qui est, depuis la période de la colonisation japonaise, un hub pour l'industrie lourde. La distance entre ces deux centres est très importante et il a fallu, en plus d'aider à l'approvisionnement pour répondre à la demande avec des centrales hydroélectriques conventionnelles, envisager la construction près de ces deux centres de centrales à charbon pour répondre à la demande en électricité en réduisant les pertes en ligne occasionnées par les longues distances. Les pertes en ligne correspondent à l'énergie électrique perdue sur un réseau électrique. Ces pertes peuvent être limitées en faisant en sorte que l'énergie consommée soit produite au plus près du lieu de consommation, en l'occurrence des centres industriels. Pour construire ces centrales à charbon, Taïwan a d'abord pensé utiliser le charbon produit dans le nord de Taïwan et en particulier dans la région de Keelung. Le plus grand défi pour Taïwan dans les années 50 en matière d'énergie était de rendre le charbon produit domestiquement plus accessible pour ces deux centres industriels. On a donc construit plus de chemins de fer et des infrastructures autour pour amener ce charbon à Kaohsiung. Mais les choses ont changé dans les années 60 lorsque Taïwan a essayé de développer l'industrie pétrochimique et d'en faire une industrie stratégique qui a aussi été développée à Kaohsiung autour du port. Tout cela à une époque où le pétrole était très peu cher et a fait perdre au charbon taïwanais son avantage comparatif.
Il y a eu un boom de la demande dans un contexte de développement rapide de l'industrie pétrolière. Dans les années 1960, l'énergie importée va être vue comme une solution idéale, car il était difficile, en acheminant le charbon taïwanais vers le sud, de trouver un équilibre entre le pouvoir calorifique, la qualité du charbon et le coût du transport. Taipower demandait à ce que la qualité du charbon ne soit pas soumise à une évaluation et voulait que la totalité de la production lui soit destinée, ce qui a rendu difficile le contrôle de la compétitivité du charbon domestique. Dans les années 1960, on s'est dit qu'importer les énergies de l'étranger serait mieux, car le pétrole était très peu cher par rapport au charbon. De plus, le début des années 60 correspond à la mise en œuvre du projet d'extension du port de Kaohsiung avec des quais profonds permettant d'accueillir des navires pétroliers, ce qui a permis de créer un environnement parfait et idéal pour l'importation d'énergie fossile étrangère. L'industrie pétrochimique utilise le pétrole comme matière première pour faire du plastique notamment via ce qu'on appelle le cracking, un procédé de raffinage du pétrole ou de ses dérivés en vue d'obtenir par décomposition et recomposition des molécules des hydrocarbures plus légers tels que l'essence. L'industrie pétrochimique procède au cracking du pétrole brut et le transforme en différents produits, et notamment en carburant utilisé dans les transports. Les dérivés du pétrole, après le cracking, sont ensuite séparés pour faire du pétrole lourd. Une partie est envoyée dans les centrales à fioul, une autre est utilisée pour fabriquer les produits plastiques. La chaîne d'approvisionnement de la matière première fait que tous ces éléments sont profondément interconnectés. Lu Tsai-ing explique que c'est en 1968 que Taïwan a adopté sa première politique énergétique à proprement parler. Elle précise que dans les archives qu'elle a pu consulter, se dégageait une attitude largement enthousiaste des autorités taïwanaises envers le pétrole importé, dans un contexte de boom de l'industrie pétrolière dans le monde, mais aussi d'espoir concernant l'énergie nucléaire. À partir de 1968, on peut dire que les systèmes énergétiques taïwanais commencent à être profondément enracinés dans une économie carbonée et dans une dépendance au carbone. La première politique énergétique de Taïwan date de 1968 avec la production d'un document rédigé à la main et auquel je fais référence dans ma thèse. C'est un document très optimiste qui indique que Taïwan va augmenter sa consommation de pétrole importé et en énergie nucléaire dans le futur en ajoutant qu'il n'y a pas de souci à se faire et qu'il n'y aura pas de pénurie. Depuis lors, Taïwan a commencé à dépendre de systèmes énergétiques décentralisés avec des centrales électriques de taille importante, que ce soit des centrales à charbon, des centrales thermiques au fioul ou des centrales nucléaires qui, elles, sont apparues dans les années 1970. Cette situation a duré jusqu'au début des années 2000, lorsque le DPP, le Parti démocrate progressiste, a gagné les élections présidentielles pour la première fois et a fait de la dénucléarisation un des piliers de son programme politique. C'est dans ce contexte que les énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ont été introduites dans la politique énergétique de Taïwan. En 2016, le gouvernement taïwanais a vraiment commencé à augmenter la capacité de production d'énergie solaire et éolienne, en particulier offshore. Et nous avons une baisse graduelle, en particulier avec la fermeture actuellement des réacteurs nucléaires. Nous allons davantage dépendre de générateurs alimentés au gaz, des centrales à charbon et des énergies renouvelables. Mais je vous propose d'évoquer plus en détail le développement des énergies renouvelables et la fin du nucléaire dans l'émission de la semaine prochaine. On s'intéressera aussi aux conséquences de la situation diplomatique de Taïwan et notamment de sa rupture diplomatique avec les États-Unis sur la politique énergétique de Taïwan. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.上迄枋暝才开始走。
定着。抬头看遥远天顶，笑看这浮沉风景。就算要等待心爱，我着无怨恨。海风吹着你的歌声，吹着你的头鬃，就算。